Il se trouve que la capitale a été, pour la deuxième fois en moins d'un mois, l'attaque de la cible de drones qu'on peut déjà dire ukrainiens. Est-ce qu'ils viennent de 1000 kilomètres, c'est-à-dire d'Ukraine, ou ils viennent de plus tôt? Benjamin Cruard, merci beaucoup d'être avec nous. Dites-nous ce que l'on peut dire, ce que vous savez sur cette attaque cette nuit. Alors, c'est intervenu très tôt ce matin, aux alentours de 6 heures. Mais à Moscou, il fait jour très tôt. Donc, on a des images assez nettes de ces aéronefs. Je peux même faire un petit arrêt sur image. On voit très bien, ça, ce sont les habitants de la région de Moscou qui ont filmé. À quoi ça ressemble? On imagine que les experts en armement vont très vite identifier cet aéronef-là, surtout qu'on l'a vu à plusieurs endroits. Première question, combien? Le ministère de la Défense dit comme ça, il y en a eu 8. Les agences de presse disaient une dizaine. Certaines chaînes Telegram vont dire jusqu'à une trentaine, c'est la première question. Ensuite, les Russes disent tous les aéronefs ont été abattus. La défense aérienne a été efficace dans la région de Moscou. Et c'est vrai qu'on a plusieurs images, je vous montre ça, plusieurs images de drones abattus et de fumée dans la région de Moscou. Là encore, on a un élément de doute, c'est ce que dit le maire de Moscou en tout début de matinée. Il dit... tôt ce matin, à la suite d'une attaque de drone, plusieurs bâtiments ont malgré tout souffert de dommages mineurs. Je vous remonte la carte pour voir où sont les dommages mineurs en question. Je vous ai mis ici toutes les zones qui ont été survolées, où on a des images de drones qui ont survolé la banlieue de Moscou ici. Donc vous voyez, toute cette zone-là a été survolée. Je vous ai mis ici les 3 zones où il y a des dégâts mineurs. Regardons, ce sont des immeubles résidentiels pour la plupart. La première fois que des immeubles résidentiels à Moscou sont touchés. Est-ce qu'il s'agit d'un débris d'un drone abattu ou est-ce qu'il s'agit d'un drone qui a directement frappé l'immeuble? Là encore, tout reste à démontrer, c'est encore une question. En tout cas, on va très vite avoir des réponses de Moscou, au moins sur la nature du drone, parce qu'on voit que ça y est, les débris sont verrouillés. On a déjà entendu les accusations hier-hier. Ce qui sera intéressant, c'est effectivement de savoir si des drones comme ceux-là sont lancés de Russie ou s'ils ont parcouru 500-600 km et qu'ils ont été lancés d'Ukraine. Excellente question que vous posez. On va essayer d'y répondre. Merci beaucoup, Benjamin Cruard. Est-ce que les Russes diront vraiment, nous donneront les résultats de leurs analyses des débris? C'est pas sûr. Sauf erreur, je crois qu'on n'a jamais eu vraiment de précision technique sur les débris des drones qui étaient arrivés à Kremlin. Alors, j'ai une première question, parce qu'il y en a beaucoup ce matin. Mais d'abord, Amiral, comment ces drones ont-ils pu arriver jusqu'à Moscou? Benjamin nous a montré la carte des localités qui ont été survolées par ces bombes volantes. Ils n'ont pas été interceptés, ils n'ont pas été arrêtés. Comment ça se fait? Écoutez, c'est vrai qu'il semble bien qu'ils soient sur le chemin direct entre l'Ukraine et Moscou. Donc il n'y a pas d'évasive, d'ailleurs ce serait techniquement certainement difficile. Il n'y a pas de quoi, pardon? D'évasive, c'est-à-dire de trajectoire, un peu de contournement ou autre, pour éventuellement éviter une défense sol-air qui serait efficace. Donc là, manifestement, ils y vont tout droit et ils sont interceptés ou non. En tout cas, ils touchent Moscou. Donc ça, c'est important. Ça veut dire que Moscou, qui n'a pas l'habitude de cette défense antiaérienne, a mis sur pied une défense, quelle qu'elle soit, et n'a pas encore appris, bien sûr, puisqu'il n'y a pas eu beaucoup d'attaques sur Moscou. Donc maintenant, un peu comme Kiev, petit à petit, la Russie va mettre sur pied une défense plus efficace. Mais en tout cas, ce qu'il faut voir, c'est que ça va mobiliser, encore une fois, et ça j'ai dit il y a pas mal de temps, mobiliser des troupes incroyables, d'une défense solaire incroyable, parce que l'avantage de la Russie d'être immense, c'est aussi un désavantage lorsqu'il faut choisir ce qu'il faut défendre. Et là, ils ont des choix à faire. Il y a des villes qui ne seront pas défendues, et puis surtout, alors, est-ce que avec vous quelle nous dites efficacité ce matin que Moscou n'est pas une ville défendue? Ben écoutez, manifestement, elle n'est pas assez bien défendue. Quand on compare maintenant la défense antiaérienne ukrainienne au-dessus de Kiev, qui fait état quand même d'une efficacité tout à fait remarquable de presque 90% environ d'aéronefs ou de drones russes abattus, on peut dire que là, c'est tout à fait... on se demande un peu où en sont les Russes. En tout cas, ils ne sont pas entrés dans cette guerre-là. Ce qui fait que ça montre quand même que la dimension de cette attaque est une dimension essentiellement symbolique et que ce qu'ont voulu sûrement les Ukrainiens, entre guillemets, puisqu'il semble que ça pourrait être des Ukrainiens quand même, c'est montrer que Moscou est attaqué comme Kiev l'est. Donc il y a une parité, si vous voulez, qui s'est établie. Les Ukrainiens pouvaient attaquer. Ils n'ont pas privilégié l'efficacité militaire, manifestement, parce que pour arriver jusque-là,
techniquement, peut-être qu'ils ne disposaient pas encore de drones suffisamment puissants. D'ailleurs, ce qu'on voit, ce sont des drones qui sont relativement petits. Donc, ils privilégient plutôt la distance et l'atteinte de Moscou plutôt que l'efficacité militaire. Mais ils touchent, comme vous l'avez dit, des zones résidentielles. Et ça, c'est quand même un peu... Alors, peut-être parce que leurs drones ne sont pas suffisamment précis, mais ça pose une question. Et là, ils travaillent peut-être l'opinion publique russe. Alors, vous avez posé beaucoup d'éléments. On va y revenir et impatient de vous entendre. Je voudrais juste qu'on rejoigne tout de suite Julian Colling, journaliste basé à Moscou. Merci d'être avec nous ce matin sur LCI. Julian, là aussi, vous allez rester avec nous parce vous allez participer à notre tentative d'explication et évidemment d'analyse de ce qui se passe. Est-ce que vous, à Moscou, vous entendez déjà des échos de cette attaque ? Bien sûr, effectivement, dès la matinée très tôt, puisque visiblement ces premières incursions ont eu lieu autour de 6h30 du matin, tout de même ce matin donc à Moscou, c'est un horaire assez matinal, et justement sur Telegram, la messagerie un peu où tout le monde se parle et où beaucoup d'informations circulent, eh bien dès donc 6h30 du matin, beaucoup de témoignages faisaient état de ces drones au-dessus de Moscou, différentes vidéos également circulaient d'explosions, de fumée dans le ciel également, et très vite on a vu aussi ces images en fait de bâtiments civils, effectivement, vous disiez, qui ont visiblement été touchés donc par au moins 3 drones qui se seraient donc, on va dire, échoués sur des bâtiments civils, avec donc des photographies également de bâtiments noircis, de façades noircies, et aussi une vidéo d'une habitante, par exemple, d'un quartier du sud-ouest de la capitale, qui racontait donc le bruit et puis l'explosion qui a suivi. Et différentes vidéos également montrent même un drone au sol qui a ensuite été récupéré et analysé par donc les enquêteurs russes déjà. Donc oui, bien sûr, c'est quelque chose qui a beaucoup fait parler ici, et on peut imaginer que vous l'imaginez bien, eh bien on va dire l'inquiétude sans doute monte un peu chez les moscovites, puisque pour l'instant ils avaient l'habitude de vivre un peu loin de la guerre en Ukraine et un peu de pas trop s'en soucier. Et désormais, avec cette attaque relativement massive tout de même sur Moscou et surtout la région de Moscou, eh bien ça ne pourra plus durer, et sans doute que les gens vont un peu commencer à se dire que finalement ça pourrait aussi se rapprocher de ce conflit. Donc l'ambiance est assez, effectivement, en tout cas sur les réseaux sociaux également ici, l'ambiance est assez pesante, bien sûr. Très intéressant, ambiance pesante. C'est sans doute un des mobiles de ceux qui lancent ces drones, c'est d'insécuriser effectivement jusqu'au cœur de Moscou. Écoutez cette habitante qui évoque cette attaque. Je ne sais pas quand l'explosion s'est produite. L'équipe de sécurité de l'immeuble a été formidable. Ils sont venus dans nos appartements, ils nous ont demandé de descendre. C'est à peu près tout. Nous n'avons pas entendu de drone voler ni d'explosion. Au début, je me suis même demandé si nous devions descendre ou non. J'ai pensé que c'était un incendie ou quelque chose comme ça. Voilà, les moscovites qui découvrent, qui ne sont pas tous au courant de ce qui s'est passé, bien sûr, dans le ciel, sauf s'ils regardent les réseaux sociaux comme vous le faites. Restez avec nous, Julian Colling. Premier commentaire. C'est assez inouï que cette capitale soit à ce point exposée à ce type d'attaque, Catherine Gentil. Oui, parce que ça va au-delà de la question de Moscou, parce que si on considère que les drones sont partis d'Ukraine, ça veut dire qu'il y a quasiment 1 millier de kilomètres, et ça veut dire que les Russes n'ont pas intercepté les drones sur une distance qui est quand même énorme. Ils sont arrivés jusqu'à Moscou. Donc, c'est une première question qui se pose. La deuxième question, évidemment, c'est qu'on comprend très bien que les Ukrainiens, s'ils ont lancé ces drones, c'est une réponse aussi, sûrement, vraisemblablement, à ce qui se passe à Kiev. On va parler, oui. Bien sûr, avec ces attaques de ces dernières heures. En même temps, la troisième question, ce sera de savoir quelles étaient les cibles. Parce qu'en effet, là, on voit que ce sont des cibles civiles. Donc, c'est exactement ce que les Ukrainiens reprochent aux Russes, même si, d'un point de vue de l'importance, évidemment, il n'y a aucune comparaison entre les attaques ukrainiennes et russes. Mais en tout cas, est-ce que les immeubles d'habitation ont été touchés parce que les Russes ont dévié le cours de ces drones, ou est-ce qu'ils ont été lancés un peu à l'aveuglette? Évidemment, les Ukrainiens répondront, j'imagine, à ces questions. Tout à l'heure, Xavier Titelman lui posera cette question. Est-ce qu'on peut déterminer après coup les cibles qui étaient visées, et est-ce qu'on peut dire si, effectivement, c'est intéressant, ces drones qui sont tombés sur des quartiers résidentiels ont été déviés? François Clémenceau. Les Ukrainiens, si jamais ils admettent que ce sont bien eux à l'origine de cette attaque de drone, ne diront jamais quelles étaient les cibles. Ce serait une erreur de communication stratégique, de désigner des cibles qui n'ont pas pu être touchées. En revanche, que les Russes
en tapant ces drones tardivement, parce que, encore une fois, Catherine a raison de le souligner, ça veut dire que la défense antiaérienne à proximité de la frontière et sur le trajet entre la frontière et Moscou n'a pas agi, n'a pas pu détecter. Alors c'est vrai que les drones volent très très bas, généralement en dessous de la capacité des radars de base de pouvoir détecter des engins qui volent à cette altitude-là et à cette vitesse-là, mais tout de même, c'est assez surprenant de voir qu'en gros, il faut attendre les 50-30 km autour de Moscou pour que non seulement ils soient détectés, mais ensuite abattus. Et oui, si effectivement ce sont des attaques de drones d'origine ukrainienne, oui, le but de cette attaque est évidemment de sensibiliser la population de Moscou à la capacité ukrainienne non seulement de se défendre, mais aussi d'attaquer, y compris sur le sol russe, non pas pour viser des immeubles d'habitation civile, mais des cibles potentiellement militaires, politiques ou stratégiques, et de dire aux habitants de Moscou et de sa banlieue, regardez, non seulement votre pouvoir n'est pas capable de vous défendre, mais en plus, il le fait avec des moyens qui ne sont pas forcément les plus adéquats. Et c'est notre façon à nous de nous défendre, parce qu'encore une fois, les attaques de drones russes sur Kiev et d'autres grandes villes ukrainiennes, c'est quotidien, depuis des mois et des mois. Ça, on y reviendra tout à l'heure. C'est peut-être une réponse, effectivement. On posera tout à l'heure, encore une fois, il sera dans une petite dizaine de minutes avec nous, Xavier Titelman, toutes les questions techniques qui sont posées. Mais François Clémenceau dit, effectivement, ça va provoquer une forme de peur et d'angoisse chez les moscovites. Ça peut aussi resserrer les rangs autour de la guerre russe en Ukraine, Hélène Blanc, ce qui se passe sur Moscou, le fait de finalement se sentir comme assiégé désormais par les Ukrainiens, est-ce que ça ne peut pas aussi provoquer un sentiment collectif de patriotisme ? Je pense que malheureusement, ça va apporter de l'eau au moulin de Poutine, qui dit que l'OTAN a attaqué la Russie, que les Européens, les Américains, enfin tout le monde attaque la Russie, et que si lui a attaqué l'Ukraine, c'était aussi préventivement, puisqu'il se préparait des attaques contre la Russie. Et donc, il va encore pouvoir développer ses arguments de Russie assiégée, etc., de citadelle, enfin vous savez tout ce qu'il dit depuis toujours. Mais moi, ce qui m'étonne quand même, c'est que dans mon souvenir, ils ont installé à Moscou et peut-être bien à Saint-Pétersbourg aussi des batteries anti-aériennes sur beaucoup de monuments officiels. Alors, est-ce que ces batteries non plus n'ont pas réussi à faire leur job ? Je ne sais pas. On en avait montré les photos, on va peut-être pouvoir les retrouver, mais vous vous rappelez, effectivement, on avait vu tout à fait. Des systèmes autour du ministère de la Défense, notamment. Ils ont été inopérants Il faut savoir que quand même, la Russie s'attaque dans son système de pensée de défense à une défense antimissile. Donc, elle a développé des systèmes importants de défense antimissile. Et, un peu comme l'Occident, a négligé un peu ce que pouvaient être ces attaques de drones qui, curieusement, beaucoup moins rapides, beaucoup moins importants, à peine furtifs, eh bien, passe sous les radars. Et en quelque sorte, la défense extraordinairement puissante contre des missiles mégatoniques eh bien, est inopérante contre des drones comme cela. Et les systèmes que nous avons vus installés un peu à la hâte pour défendre le ministère de la Défense ou pour défendre les dachas du président Poutine, ce sont des défenses importantes, des S-400, des choses comme ça. Alors que là, avec quoi est-ce qu'on tape là-dessus ? Il y a un très bon documentaire qui est passé il y a pas longtemps qui montrait ce qu'étaient les drones et avec quoi on les abattait. On les abat avec des Stinger. Alors pardon, je vais vous demander, parce qu'on l'a vu là tout à l'heure, on a vu effectivement un drone arrivant, fonçant sur Moscou et qui explose en vol. Oui. Parce qu'il est atteint par quoi ? Il est atteint soit par l'équivalent des Stinger, c'est-à-dire des postes de tir qui sont tout à fait simples, qui sont aussi mobiles. Ce sont les Stinger. C'est une mitraillette au sol ? Non, les Stinger sont des petits missiles. Ce sont des missiles qui sont fournis par les Américains. D'ailleurs, ce sont eux qui les ont fournis aux talibans, enfin indirectement, et qui a provoqué d'ailleurs un problème pour l'armée russe en Afghanistan. Mais ce sont aussi des systèmes qui sont extrêmement performants, en tout cas pour interdire l'espace aérien ukrainien à assez basse altitude. Et il faut bien voir que les Shahed, par exemple, les drones iraniens, sont principalement abattus par des missiles de ce niveau-là. Ça n'est pas du missile porté à l'épaule, ça n'est pas des patriotes qui coûtent des fortunes
et qui sont très efficaces sur des armes très efficaces. Ah, voilà, on voit là. C'est un peu, si vous voyez, le moyen terme. Donc il faut pouvoir couvrir toute la gamme de la défense, et là, manifestement, il y a des trous, comme il y a des trous en Europe. Alors ça, c'est une autre affaire. Mais est-ce que ce serait possible d'ailleurs de mailler tout un territoire pour constituer une défense efficace contre des missiles et des drones qui arrivent et qui sont nouvelle génération d'armes? Oui, sur la trajectoire. Sur la trajectoire, quand même oui. un peu. D'ailleurs, l'effort va vraisemblablement porter là, jusqu'à ce que les Ukrainiens disposent de missiles qui pourraient avoir une telle autonomie qu'ils puissent à la fois se dévier en partant vers l'Est et puis repiquant sur Moscou, etc. Ça viendra. Ça viendra parce que ça distend les lignes de défense et les capacités de défense de la Russie. Donc là, il y a une bataille encore. Nous montons en gamme. Nous avons un micro-satellite, un micro-drone qui était censé viser Poutine. Ça a été une lubie un peu médiatique. Hein, quand il devait, vous voyez, il était tout microscopique, puis on ne vise pas une personnalité. Et puis petit à petit, on a des drones qui arrivent directement. On voit que jusqu'à présent, ils sont mal interceptés, ou pas trop bien. Ils vont continuer un peu comme ça et ils vont développer vraisemblablement des systèmes qui seront plus évasifs et qui vont faire peser à la fois sur la défense russe et sur la population russe une menace qui va être de plus en plus présente. Julien de Colling, merci d'être resté avec nous. Alors d'abord, est-ce que vous avez des nouvelles informations qui vous parviennent, vous qui êtes au cœur du sujet sur cette attaque de drone? Encore une fois, on ne sait pas, hein, les chiffres, c'est de 8 à 25. Le Moscow Times ce matin dit bien 25. Officiellement, en Russie, on dit 8 drones. Est-ce que déjà vous avez des précisions sur l'ampleur de l'attaque? C'est difficile de s'avancer. C'est vrai qu'il y a deux chiffres qui circulent. Alors, la question, c'est est-ce qu'on doit croire ou pas le ministère de la Défense russe, qui est donc à l'habitude également parfois un peu d'enjoliver les chiffres, notamment en ce qui concerne donc le front en Ukraine. Donc, selon eux, il n'y aurait que 8 drones, donc effectivement, qui seraient arrivés jusqu'à la région de Moscou, pas jusqu'à Moscou même. Hein. C'est important de le préciser. On ne parle pas de la ville de Moscou, où visiblement seulement 3 drones auraient réussi à entrer donc dans la ville de Moscou. Et donc 5 autres auraient été effectivement détruits avant, donc dans la région de Moscou, qui est extrêmement vaste aussi, hein. Notamment un drone qui aurait été détruit à Istra, qui est quand même à 50 km à l'ouest de la capitale. Mais effectivement, d'autres sources qui sont généralement très très bien connectées avec les services de sécurité russes, des canaux Telegram, faisaient eux état bien sûr de 25 drones en tout. Mais bon, on ne pourra pas savoir réellement la vérité, je pense. Hein. Ça va être difficile d'avoir plus d'infos là-dessus. Mais ce qui est sûr, c'est qu'effectivement, c'est une attaque qui semblait coordonnée et qui a réussi, effectivement, comme disaient vos invités, à arriver très très près du centre-ville, notamment un quartier donc, du sud-ouest de Moscou, Yujo-Zapadnaya, pardon, qui donc est assez proche du centre, en fait. C'est même assez proche d'où j'habite moi-même. Donc, si vous voulez, c'est vrai que c'est un concret, nouveau changement, hein. c'est un tournant assez important aujourd'hui, tout de même. C'est un tournant dans le conflit, indéniablement, et ça va sans doute faire réaliser effectivement aux Russes et aux Moscovites, surtout qu'ils ne sont pas si peut-être safe que ça, même si effectivement depuis un mois, pour répondre à ce que disaient aussi vos invités, la défense aérienne russe, anti-aérienne surtout dans la ville de Moscou, a largement été renforcée très très vite. Ça fait suite bien sûr au survol du Kremlin par 2 drones début mai. Notamment le GPS ici par exemple marche très très mal sur le téléphone portable. C'est parce que les défenses anti-aériennes fonctionnent en permanence. Et ils ont vraiment boosté le nombre d'unités donc dédiées à ça, et c'est pour ça que les drones ont été interceptés. Mais voilà, ils ont dû encore une fois réagir après coup. Et c'est vrai qu'on le voit dans d'autres régions de Russie, il n'y a pas du tout ce genre de défense, et c'est pour ça que les drones ont pu arriver aussi près et dans Moscou. Donc il y a beaucoup de chemin à faire pour que la Russie se sécurise, et on n'est pas du tout à l'abri que voilà, ce genre d'attaques se multiplient et se répètent, en fait, faisant craindre de plus en plus la population russe d'une arrivée du conflit vraiment près de chez eux, quoi. Donc tournant. Vous parlez de tournant quand même dans ce conflit du point de vue des Russes. Oui, c'est un tournant au niveau du moral des gens, surtout. C'est un tournant au niveau de la perception, voilà, encore une fois, de ce qui se passe par les Russes, qui étaient plutôt coupés qui voulaient un peu se cacher les yeux et se couper de la réalité du terrain en Ukraine. Désormais, ils ne pourront plus se cacher les yeux, et voilà, ils comprennent qu'il y a vraiment quelque chose qui se passe, et il faut aussi prendre ça en compte. On verra si effectivement ça fait monter la contestation de la guerre ou pas. Ou est-ce que ça s'arrête au fait que ça atteint le moral?
Je ne sais pas si vous me posez la question à moi, mais en tout cas, effectivement, Oui. je pense que c'est aussi le pari fait par l'Ukraine. Si bien sûr c'est avéré que c'est l'Ukraine, ça fait assez peu de doute tout de même que l'Ukraine est, encore une fois, en tout cas aujourd'hui, a envoyé des drones. Mais c'est sans doute le pari qu'ils font. C'est moins le fait de vouloir vraiment attaquer la Russie et commencer une guerre sur le terrain russe. C'est plutôt sans doute, comme l'incursion également qu'il y a eu à Belgorod, différentes incursions près de la frontière de soldats humains. Eh bien, c'est sans doute pour que les Russes, en fait, commencent un petit peu, entre guillemets, à paniquer, ou en tout cas devenir plus inquiets, et remettent en cause, en fait, c'est le bien fondé de cette guerre, en fait. Voilà. Le maire de Moscou, à l'instant, évoque 2 blessés. 2 blessés. Ce qui nous ramène à ce que vous disiez, Catherine, effectivement, c'est que ces attaques de drones prennent le risque de aussi être perçues comme finalement des attaques aveugles qui sont destinées à terroriser la population russe, comme les Russes terrorisent, mais dans des dimensions bien supérieures, la population ukrainienne. Pour l'instant, Moscou a réagi de façon, oserais-je dire, pavlovienne, avec un communiqué dénonçant une attaque de Kiev de nature terroriste. François Clémenceau. C'est le même langage aussi qu'utilise le président Zelensky pour parler des attaques terroristes des Russes sur les villes qui terrorisent la population ukrainienne. C'est vrai qu'on ne sommes pas habitués à la guerre dans les opinions publiques occidentales. On n'est pas habitué à entendre le vacarme d'un missile ou d'un avion qui arrive près des habitations pour délivrer une bombe ou même pour pouvoir mitrailler des cibles. C'est terrorisant. La guerre, ça terrorise. Et ça, on a tendance à l'oublier. On pense que ce sont des soldats qui tirent sur des soldats. C'est pas vrai. La guerre, lorsqu'elle atteint des centres d'habitation de populations civiles, elle est terrorisante. Les gens ont peur. Les gens vont se mettre dans les abris. Donc oui, de là à qualifier ça juridiquement, politiquement, d'attaque terroriste, bien sûr que non. C'est la guerre. Les Ukrainiens se défendent. Ils ont toujours dit qu'ils n'attaqueraient pas la Russie au sens où ils enverraient des troupes ou du matériel sur le sol russe, mais ils alertent la population et les autorités politiques russes de dire « nous sommes capables d'aller techniquement vous toucher, prenez bien conscience que nous sommes là en train de nous défendre » et c'est une façon de se défendre. Julian Colling, avant de vous libérer, pensez que Poutine va prendre la parole dans les heures qui viennent ? Ça, c'est pas sûr, je dirais, parce que il y a quelque chose qui est assez intéressant à suivre depuis quelques mois déjà. En fait, c'est l'absence assez marquée de Vladimir Poutine de l'espace public russe. Il est très très peu présent, il est assez effacé, il est assez invisible en fait. Il laisse parler d'autres gens à sa place. Il laisse aussi un peu l'espace médiatique à Prigojine, bien sûr, sous un autre registre. Mais on l'a pas beaucoup vu en réalité depuis le 9 mai, des célébrations aussi du 9 mai qui étaient vraiment au rabais et où ils avaient vraiment réduit la voilure cette année. Ça fait d'ailleurs commenter beaucoup de gens ici qui s'étonnent un peu de cette absence de Vladimir Poutine, qui semblent un petit peu hésiter, ne pas trop savoir quoi décider pour la suite. Mais c'est possible qu'il commente, mais moi j'y crois pas trop honnêtement aujourd'hui, parce que bien sûr le but du Kremlin c'est aussi encore une fois d'essayer de rassurer la population et de masquer un peu, si vous voulez, les informations et les incidents gênants. Donc je pense pas qu'il dira quoi que ce soit aujourd'hui. Il a juste commenté la prise de Bakhmout officiellement il y a quelques jours, mais je crois pas. Le but du Kremlin, encore une fois, c'est vraiment de maintenir la population russe dans une sorte de bulle en fait. Une bulle loin du conflit pour faire comme si de rien n'était. C'est ce qui se passe, je vous le disais, à Moscou depuis le début de la guerre. Et c'est ce qui est en train de changer peut-être aujourd'hui aussi. Mais le Kremlin continue, si vous voulez, à essayer de cacher un peu ce qui se passe et de dire que tout va bien, que l'armée russe est grandiose et que voilà, on va gagner en Ukraine facilement et que tout ceci n'est qu'un exercice. Mais bon, après un an de guerre, bien sûr, les gens ne sont pas dupes. Mais ça reste pour l'instant le message, un peu la carte jouée par le Kremlin. Merci beaucoup d'avoir été en direct de Moscou avec nous sur LCI, donc en direct, Julian Colling. Merci, à très vite. Évidemment, dans un instant, Xavier Titelman, beaucoup de questions sur ce plateau à lui poser. Mais d'abord, Hélène Blanc, Poutine est humilié ce matin, vous diriez ? S'il a encore conscience de quelque chose, oui, je pense qu'il doit être non seulement humilié, mais il doit être en colère. C'est normal. Et je crois, j'espère que les autres vont être d'accord avec moi, jusqu'à présent, les Ukrainiens visaient des infrastructures, des centres de recrutement, des stocks d'armement, etc. Pas les civils. Alors que là, il me semble que c'est la première fois
qu'ils ont montré qu'eux aussi, ils pouvaient frapper des immeubles d'habitation, c'est-à-dire des civils. Si c'était Jusqu'à vraiment les présent, cibles. oui. Alors, Alors, si, c'était la vraiment frappe les contre cibles. le Kremlin, bon, je veux dire, c'est anecdotique. Et en plus, il n'y a eu aucun dégât. Si vous avez vu les photos, il y avait un drapeau, il n'a pas eu rien du tout, ni une déchirure, rien. Bon, ça compte, pour moi, ça compte pas. Mais là, si vous voulez, ça prend d'autres proportions. Et je pense que bientôt, quelqu'un comme Prigozhin va s'exprimer là-dessus, certainement. Pour dire Il n'en rate pas une. Il va, je sais pas, il va dire quelque chose, peut-être plus que Poutine, vous voyez, parce que finalement, en quelque sorte, malgré tout un fatras de mensonges qu'il profère, il y a dedans parfois des bribes de vérité. Bien sûr. Et bien sûr, on l'a noté d'ailleurs, comme vous. Xavier Titelman, merci d'être avec nous. Alors, on a besoin de vous. On a besoin de vos lumières ce matin. Je rappelle que vous êtes rédacteur en chef d'Air et Cosmos. Mais si, vous allez voir, ça va très bien se passer. Xavier Titelman, déjà, les Russes ont identifié ce drone comme étant d'une nouvelle espèce, une nouvelle génération. Je ne sais pas très bien comment dire. Est-ce que vous avez des précisions, voilà, des drones d'un type jusqu'alors inconnu, fabriqués selon le schéma Canard, ont été utilisés. On peut supposer que la production de drones de ce type a été lancée en Ukraine. Leur portée peut atteindre des milliers de kilomètres. Donc il y a beaucoup d'informations. Que savez-vous de ce drone schéma Canard ? Alors, schéma Canard, en fait, ça veut dire simplement que il n'y a pas de dérive. La dérive serait plutôt au niveau du nez. Et c'est pour ça qu'on voit des petites ailettes qui sont au niveau du nez à l'avant. Et on a l'impression qu'ils volent dans une architecture comme s'il était en marche arrière. Simplement, au lieu d'avoir la queue à l'arrière, c'est la queue à l'avant. Donc, c'est les grosses ailes et ensuite la queue devant. Donc ça, finalement, c'est une architecture qui existe déjà. Par exemple, vous regardez les drones arabes. Vous voyez là, par exemple, sur l'image, en fait, le drone va vers la gauche. C'est-à-dire que les ailes sont à l'arrière. Donc ça, c'est assez inhabituel. Mais finalement, ça existe. Les ailes sont à l'arrière. Oui. Oui, les ailes sont à l'arrière et là, il va vers la gauche. Par exemple, vous regardez le drone Harop israélien, HAROP, c'est un drone qui existe et qui fonctionne très bien et qui a exactement la même architecture. Donc, ce n'est pas quelque chose de totalement innovant. Après, avoir des milliers de kilomètres, ça fait beaucoup. Mais par contre, plus de 1000 km, c'est tout à fait habituel pour cette catégorie de drones. Je rappelle, les Ukrainiens ont déjà utilisé des drones civils chinois à $10 000 qui s'appellent les Mujin 5, qui ont une portée qui est de voler pendant 7 heures à 180 km/h. Donc de toute façon, aller jusqu'à 1000 km de portée, c'est tout à fait accessible pour des drones de cette catégorie. Après, la charge utile, c'est plutôt ça qui va poser la question. Je ne comprends pas comment une telle volée de drones avec une charge utile qui est si faible, dans le sens où les explosions qu'on voit, les dégâts qu'on voit sont vraiment ridicules. Normalement, quand vous avez 25 kg d'explosifs sur un drone, vous êtes vraiment capable d'impacter un bâtiment, un building ou une raffinerie, comme on le voyait à l'époque avec les drones de Mujin 5, encore une fois sur la raffinerie de Rostov, qui avait été touchée après 800 km de vol. Et bien là, la surprise pour moi, c'est vraiment l'inefficacité des explosifs qui est utilisée. C'est une surprise, donc pour l'instant, vous n'avez pas d'explication. On peut faire des suppositions, c'est une première utilisation. En fait, effectivement, après, je comprends mieux vos explications. On a le sentiment que l'image est présentée en arrière. En fait, c'est parce que les ailes sont derrière. Donc, merci pour lever cet élément de curiosité. 25 kilos d'explosifs, s'il y en avait plus d'une dizaine, voire une vingtaine, vous ne comprenez pas pourquoi il y a eu pas davantage d'impact, c'est ce que vous nous dites. Est-ce que ces drones schéma Canard sont plus difficiles à détecter par la défense aérienne russe ou pas ? Non, ça ne change absolument rien. On est sur des petits drones de basse altitude qui vont aller très lentement, donc qui sont interceptables par des systèmes relativement simples. Mais par contre, comme ils volent très bas, il faut multiplier les systèmes de défense parce qu'on ne va pas tirer au-delà de 1, 2, 3 km, c'est vraiment le maximum. Donc si vous voulez couvrir tout le territoire, par exemple sur tout le front de 800 km avec l'Ukraine, il faudrait poser pour cela des centaines de systèmes de défense aériens. Évidemment, les Russes ne les ont pas. Donc ils vont être obligés de poser ça sur leur défense, donc directement sur la cible qui est ici Moscou. Mais dans tous les cas, il est peu probable qu'il y ait des volées de drones aussi importantes, régulières. Les Russes disent qu'il y a quand même plus d'une vingtaine de drones qui ont été tirés. La production artisanale de ce type de drone-là, elle doit être maximum de quelques exemplaires par semaine. Donc on imagine qu'ils pourront faire ces coups d'éclat peut-être une fois par mois, 2 fois par mois maximum. Mais finalement,
ça impose surtout aux Russes de retirer une partie de leur défense aérienne du front pour les mettre vers les arrières et sur les zones civiles. Voilà, de disperser leurs forces en la matière, alors qu'on parle d'une contre-offensive à venir. Ce que disent aussi les Russes, c'est que ils sont de fabrication ukrainienne. Est-ce que effectivement l'Ukraine fabrique ce type de drone ? Non, alors oui, certainement. Maintenant, ça ne veut pas dire que c'est l'armée ukrainienne. On reprend par exemple l'exemple de ce qui s'était passé au Kremlin il y a quelques semaines. Il y avait un blogueur. Alors, quand vous allez en Ukraine et que vous allez dans une station-service, il y a toujours mettez 3 € pour. Enfin, ils proposent de donner de l'argent pour collecter pour l'armée des drones, pour une sorte de blogueur qui est très influent, qui a réussi à lever des fonds énormes. Et lui, déjà à l'époque, à l'attaque du Kremlin, il avait plus ou moins revendiqué cette première attaque. Là, il fait exactement la même chose. Donc, il n'est pas impossible que ce soit pas l'armée ukrainienne, mais que ce soit des civils ukrainiens qui, en produisant ce type de drone, de l'aéromodélisme un petit peu amélioré, arrivent à avoir cet impact. Et c'est pour ça que l'effet militaire, que moi j'estime très faible, si vous aviez réellement des dizaines de kilos d'explosifs dans ces drones, l'effet serait beaucoup plus fort. Et comme c'est des civils, ils n'ont pas réussi à avoir les explosifs. Et leur but, c'est de faire peur aux Russes, de la même manière que les Russes attaquent la population ukrainienne.